Dimanche 3 avril 2022, 13h exactement 30 minutes à Gando, dans la préfecture de Loti. C'est bien l'heure de la messe médiatique ici à la paroisse Bon-Berger. C'est l'heure qu'il fait également à la paroisse Saint-François Xavier de Sautebois et Saint-Augustin de Amoutivé. C'est avec la même ferveur et le même plaisir que ce d'habitude que j'entends la célébrer avec vous. Au Togo, pays laïque, ou bien on est chrétien, ou bien on est vaudou, ou encore animiste, féticheur, ou encore et encore musulman. Et c'est à cette catégorie, dernière catégorie dans l'ordre de la citation et non de rang d'importance, que je voudrais envoyer un joli clin d'œil à tous les adeptes de cette religion très très répandue à travers le monde. Ce monde a démarré un rituel très sacré. Il s'agit du jeûne du Ramadan. Je prie Allah le très miséricordieux de les assister tout au long de ce mois dans l'accomplissement de ce rituel, qu'il leur accorde toute la plénitude et la pénitence. Je pense surtout à une autorité très chère à moi qui, si elle suit mon regard, doit se voir dedans. Je pense aussi à deux collaborateurs ici à la télévision deuxième, à qui je souhaite moins de faim et de soif et plus de bonheur. J'ai nommé Ibrahim Mati, toujours fidèle au cadrage. C'est mon compagnon de dans cette émission. Ibrahim Mati et Mohamed Takaya, tous deux caméramens, cadreurs. Je n'oublie pas notre PDG Eudoxie Théophane, dont le nom n'a rien de musulman et qui nous a fait l'honneur d'épouser ou d'accepter la main d'un de nos frères musulmans. Je pense également à certains responsables, à certains confrères, notamment Sam Diobo, dont le représentant est sur ce plateau. C'est le patron du journal L'éveil de la Nation. Je n'oublie pas Atia Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, et surtout Tianyao Arimyao, c'est le boss, le président du Conseil national des patrons de presse. Et je pense aussi et affectueusement à Ibrahim Sebouraïma Chaboré, voilà, le patron du journal Le Messager. C'est l'amour et c'est surtout ça, l'ouverture sociale. Je m'en voudrais de ne pas aussi faire un coucou à Madame Urubangna et à son époux, que ce mois du carême, du jeûne du Ramadan leur apporte tout le bonheur qu'ils souhaitent. À présent, la messe avec un évangile à 5 chapitres. Il s'agit de la conférence parlementaire sur les menaces terroristes en Afrique, à laquelle notre pays prend part avec à Doha, bien sûr. L'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, le bras de fer entre le syndicat des enseignants du Togo et le gouvernement, la crise ukraino-russe ou russo-ukrainienne qui continue par ravager, et la situation au Mali qui devient de plus en plus préoccupante pour aussi bien les institutions sous-régionales que les pays voisins, dont notre pays, le Togo. Tout ça a égrené avec deux invités, pas des moindres. Il s'agit de Gauthier Agbekodovi. Il nous vient de la rédaction du journal
l'éveil de la nation. Bonjour et bienvenue, chers confrères. Oui, bonjour, chers confrères. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Un plaisir pour moi d'être sur vos plateaux ce dimanche pour la messe. Jules Ferry Agbo, à ne pas confondre avec l'historien du 19e siècle, Jules Ferry. Il est, lui, analyste sociopolitique togolais de naissance de père et de fils et de mère. Il est ambassadeur, nommé entre-temps ambassadeur du genre, ambassadeur genre et développement pour son dynamisme et surtout son combat pour la promotion de la jeunesse togolaise et celle d'Afrique. Jules, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Merci pour l'invitation pour participer à cette messe. Et je ne suis pas seul à conduire la messe. Il y a du montage à la diffusion. Non, Makaka qui va donc assurer, qui a assuré les éléments que vous allez écouter tout à l'heure, le montage. Et puis Ibrahim Mati, qui je souhaitais tout à l'heure un bon jeune. Et de l'autre côté, c'est Gantin Bidola qui nous met en orbite à travers le monde et sur les différents sites YouTube et Facebook. Alors, le Togo, par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Tchegan, était à Doha, au Qatar, pour prendre part à une conférence internationale de haut niveau sur les menaces terroristes en Afrique. De loin ou de près, la presse togolaise l'a suivi et voici ce qu'elle en dit. Lutte contre les menaces terroristes en Afrique. L'honorable Yawa Djibori Tchegan participe à une conférence parlementaire de haut niveau à Doha, écrit le quotidien national Togo Presse. À Doha, relève le dialogue, la présidente de l'Assemblée aurait présenté les mesures innovantes adoptées par le Togo en matière de lutte contre le terrorisme. C'était à travers un panel de haut niveau sur la menace terroriste au Togo et en Afrique, comme le précise Togo Réveil. Selon le journal, le Togo est l'un des pays les plus impliqués dans la lutte contre le terrorisme. En témoignent ces distinctions honorifiques par les Nations Unies pour son leadership en la matière et pour fournir de ses troupes aux côtés de la MINUSMA, conclut le journal. Voilà, Gilles, on dirait que ce phénomène de terrorisme mobilise toutes les instances. On a vu des sommets, des chefs d'État et de gouvernement, ceux des ministres de la Sécurité. Aujourd'hui, c'est le tour des parlementaires et jamais une solution définitive à ce phénomène n'a pu être trouvée jusqu'ici. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher vraiment repenser ce phénomène de terrorisme autrement que les conférences des chefs d'État, des gouvernements et autres? Oui, monsieur Eric, par rapport à ce sujet de terrorisme, je pense que nous avons parlé plusieurs fois là-dessus et que les réunions se tiennent ainsi que les conférences sur le système, mais le mal persiste toujours. Comme vous l'avez dit, il faudrait maintenant chercher la source, ceux qui sont derrière ces terroristes. Ils trouvent ces armes où? Parce que en voyant les individus qui font ce travail-là, c'est des gens que vous trouverez misérables. Ils trouvent ces armes lourdes où? Donc, une fois que nous n'arrivons pas à chercher la source de ce phénomène, je pense que les conférences, les réunions, tout ça là, ça ne sert à rien. C'est du gâchis. Il faudrait maintenant que nos dirigeants africains puissent penser à vouloir chercher à connaître d'où provient le financement de ces gens-là
qui est derrière ces gens-là, ils trouvent les armes ou qui convoient ces armes-là jusqu'à leur destination. Sans quoi, je pense que nous sommes en train de perdre du temps et de l'énergie, ainsi que de l'argent de nos pays. Gauthier, votre avis m'intéresse. Le terrorisme, on en parle, c'est un vieux problème, mais les États, que ce soit à travers les chefs d'État et de gouvernement, les ministres de sécurité et autres ne baissent jamais la garde, mais le phénomène continue. Comment on peut expliquer tout cela? Oui, je pense que le phénomène du terrorisme persiste toujours. D'abord, il faut relever que notre pays, le Togo, est bon élève en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. La présence des troupes togolaises sur plusieurs fronts dans la sous-région en témoigne. Aussi, il faut rappeler l'attaque repoussée par les forces de défense à Pendja la dernière fois. Et donc tout ceci grâce au leadership du chef de l'État qui instruit permanemment le gouvernement à mener des actions, ont contribué à ce que notre pays puisse dire aujourd'hui qu'en matière de terrorisme, nous sommes à l'abri. Maintenant, ça c'est sur le plan national. Sur le plan continental. Sur le plan continental, je pense qu'il faut aller à la source, comme l'a dit mon prédécesseur. Qu'est-ce qui fournit? Qui fournit les armes à ces individus tapis dans l'ombre? Et si tu les vois, c'est avec des armes sophistiquées. Mais eux-mêmes, ils sont des êtres misérables. Voilà, je pense qu'il faut arrêter, comment on le dit, l'hypocrisie pour attaquer le problème à la source, pour contrecarrer ce fléau qui ne cesse de décimer les nations. Moi, je suis surpris parce que la conférence à laquelle participe la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai pas vu les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso qui sont invités. Mais c'est dans ces pays que le terrorisme se diffuse. Mais comment le dire, j'aimerais croire que ces choses-là, ça ne contribue pas à la lutte contre le terrorisme. Normalement, ces pays doivent être conviés pour qu'ensemble on trouve des solutions. Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, c'est ce qui a conduit jusqu'à au renvoi des troupes françaises, à l'arrivée ou non des Russes, tout ça là. Je pense que le Mali, le Burkina Faso doivent être associés à ces genres de grands rencontres. Oui, est-ce qu'ils n'ont pas été associés ou c'est eux qui n'ont pas trouvé bon d'aller? Oui, je pense qu'ils n'ont pas été associés parce que ça doit être sur invitation. Notre pays, le Togo, certainement, grâce au leadership du chef de l'État et à l'ouverture de la diplomatie togolaise, a été invité. Ça doit être sur invitation que ces pays participent à ces genres de rencontres. Mais est-ce que vous avez une idée un peu sur ce qu'ils se sont dit à Doha par rapport à cette lutte? Oui, moi je pense que la présidente de l'Assemblée a partagé les expériences du Togo en ce qui concerne les efforts qui sont faits, les lois qui sont votées, la participation de notre pays aux différents comment appelle-t-on, maintien de la paix dans la sous-région. Donc c'est à peu près ça ce qui est dit. Et il faut rappeler aussi que notre pays va accueillir dans ce mois d'avril un sommet sur le terrorisme. Donc c'est de bonne guerre que la présidente de l'Assemblée ait participé à cette rencontre. Gilles, le Togo a été très bien salué, honoré à travers l'exposé fait par la présidente de l'Assemblée en matière de lutte contre le terrorisme. Je crois que c'est à l'honneur des Togolais que vous et moi nous sommes. Oui, nous devons être fiers de la présentation de la présidente de l'Assemblée. Et je dirais que c'est juste une suite logique. Et en allant un peu en arrière, le feu, le général Yadema était un homme de paix et il luttait toujours pour la paix en Afrique. Donc, si aujourd'hui nous sommes toujours bons élèves devant plusieurs pays, c'est juste en matière de paix, nous devons d'abord remercier et être reconnaissants envers le Père qui a déjà installé une bonne base. Une fois que la base est solide, nous ne faisons que suivre la suite et garantir la paix qu'il a toujours préservée. Par rapport à la présentation,
vu tout ce que le Togo fait sur le plan continental en matière de paix, je pense que nous devons toutefois féliciter le chef de l'État d'abord pour son implication personnelle, sa vision. C'est un homme que moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il ne fait pas de copie-coller comme les gens le font. C'est un homme de vision. Il a sa vision. Il ne voit pas, il ne compare pas sa vision à une vision quelconque, mais il tient une vision qui concerne le développement de son pays et il veille à ce que sa vision puisse être réalisée en faveur du peuple togolais. Donc, disons merci au chef de l'État et merci à la présidente de l'Assemblée. Et surtout, félicitations à lui. Félicitations à lui surtout et courage à la présidente de l'Assemblée aussi qui a valablement représenté le 228. Et il paraît que le chef de l'État, c'est ça je cherche, il y a un journal qui nous a fait la confidence, a reçu un prix dans ce sens. Oui, effectivement, le chef de l'État a reçu un prix. Je pense que c'est lors du sommet sur la cybercriminalité qui s'est tenu à Lomé. Donc le chef de l'État a été reconnu champion de la lutte contre la cybercriminalité en Afrique. Je pense que tous ces prix témoignent de l'engagement du numéro 1 togolais à mettre notre pays hors état de nuire en ce qui concerne ces fléaux. Et il ne reste que à l'accompagner dans cette lutte et ces actions. Et nous devons donc, le peuple devrait donc l'accompagner, puisque tout ça c'est à l'honneur du pays. Alors, félicitations donc au Togo et à son chef d'État en matière de lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'insécurité. Et même les militaires, les soldats ou les forces de l'ordre de sécurité togolaises ont été félicités, ouvertement félicités à cette rencontre à laquelle a pris part Tchégan. Ça veut dire que nous sommes bien, et c'est un patrimoine que nous devons conserver. Oui, nous devons être toujours fiers, comme je l'ai dit. En général, le Togolais est toujours apprécié dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Le Togolais, c'est des personnes bien éduquées et qui respectent, qui sont très accessibles à tout le monde, très ouverts à tout le monde. Donc, je pense que c'est de notre nature. Donc, nous devons être fiers d'être Togolais. D'accord. Soyons donc fiers d'être Togolais et restons-le. Un autre chapitre de l'Évangile, comme un coup de massue dans le dos d'un agonisant, les Togolais se sont réveillés lundi matin sous un genou sur la tempe du cou. Ceux qui ont fait un crochet dans une station d'essence pour se ravitailler l'ont appris à leur fort dépens. Les prix des produits pétroliers ont augmenté. Partie de réseau, des parties des réseaux sociaux et de bouche à oreille. La nouvelle s'est retrouvée dans la presse aussi bien écrite qu'en ligne. C'est le chapitre 2 de notre évangile du jour que je vous invite à suivre. Le prix des produits pétroliers connaît une hausse à la pompe sur toute l'étendue du territoire, informe le libéral qui complète en disant que le super samplon passe de 505 à 595 francs, le gasoil de 520 à 605 francs CFA, le pétrole lampant de 400 à 550 francs CFA. Symphonie trouve que le gouvernement a esquivé une hausse record grâce à une forte subvention. Selon le ministre du Commerce repris par le dialogue, cette hausse s'explique par la situation dans laquelle le monde évolue depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Hausse des prix sur les produits pétroliers. Le gouvernement veut contrer à tout prix l'inflation. Rassure Ouara les vainqueurs. Augmentation des prix des produits pétroliers de Lomé à Gando. Fort assène un coup fatal aux Togolais, s'écrit la dépêche pour qui
c'est un coup de massue dans le dos d'un agonisant. Oui, renchérit la lanterne selon qui l'augmentation des prix des produits pétroliers enfonce le clou dans la vie chère. Réajustement des prix des produits pétroliers au Togo. Le gouvernement explique et promet des mesures d'accompagnement, dit Togo Réveil. Selon le canard indépendant, ces mesures ne profiteront qu'aux plus nantis. Tout ça malgré la vie chère sous laquelle croupissent les populations depuis plusieurs mois, comme le conclut l'intelligent. Alors, chers invités, comme je le disais un peu plus haut dans mon lancement, cela ressemble à un coup de poignard dans une plaie déjà béante et très saignante, n'est-ce pas? Un coup de poignard, non, on ne peut pas le qualifier ainsi. Moi, je pense que la situation est mondiale. La hausse du prix du baril au niveau mondial a fait que le gouvernement qui a tenu le coup pendant longtemps a finalement décidé de l'augmentation. Ne pouvant plus supporter. Le gouvernement a subventionné à hauteur de, je crois, 7 milliards les produits pétroliers. Aujourd'hui, on parle de 3 milliards, 3 et quelques milliards. Même aujourd'hui, avec l'augmentation, le gouvernement va continuer à subventionner. Ah, d'accord. Donc, les rumeurs couraient depuis depuis 2021. Voilà, donc aujourd'hui, les prix des produits ont augmenté. Les gens ont pensé que ce sont nous, les journalistes, qui ont rappelé au gouvernement parce que c'est ce qui se dit au niveau de la population, alors que non, la situation est au niveau mondial. Aujourd'hui, quand nous prenons le Ghana, l'essence, je pense, est à 800 et en Côte d'Ivoire, c'est à 695. Voilà. Ah bon. Et aujourd'hui, le Togo est encore le plus bas prix dans la sous-région. Je pense que ces efforts de nos gouvernements doivent être salués. C'est vrai que la vie chère a déjà décimé les populations, mais bon, c'est une situation mondiale. On attend encore les mesures du gouvernement pour contrecarrer la vie chère. Gilles Ferry, je pense qu'on a beau crier, on ne peut que se taire après se résigner à la manière des stoïciens, pour qui tout ce qui arrive est nécessaire. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que pour rejoindre l'analyse de mon confrère, c'est une situation mondiale. Ce n'est pas le Togo qui a inventé l'augmentation des prix. Et ce n'est pas la première fois que c'est pas la première fois. Et disons que les efforts que le gouvernement fait, c'est très déjà grand. Nous devons plutôt les encourager à prier à ce que la situation soit vite décantée, qu'on retrouve notre vie d'antan. Donc, pour dire que les gens sont étonnés de l'augmentation de ce prix, je pense que c'est de l'hypocrisie. Parce que ce qui se passe à l'heure là, nous avons tous les yeux, les oreilles pour comprendre que ça doit arriver à cette situation. Maintenant, comment est-ce qu'il faut s'adapter à la nouvelle situation? C'est comme la Covid qui est arrivée nous surprendre. Nous n'étions pas habitués à vivre avec les masques. Nous n'étions pas habitués à nous confiner. Mais la situation nous a obligés à vivre ainsi. Donc aujourd'hui, je pense que ces prix qui ont été revus à la hausse, il y a encore des subventions que l'État est en train de mettre dans ça pour toujours aider la population. Donc ça ne doit pas servir de polémique comme d'autres veulent prendre cette situation-là, transformer autrement pour manipuler les esprits faibles contre cette augmentation de prix. Donc disons que la situation, elle est mondiale. Il faut que nos frères et sœurs comprennent que ce n'est pas le gouvernement ni le chef de l'État qui veut toutefois punir sa population en augmentant le prix des produits pétroliers. Je me rappelle qu'il y a une année, c'était en 2016 par là, ou 2013 en tout cas, le super sans-plomb était allé à ce même prix. Donc on a fait que on est revenu à une situation qui s'était présentée dans les années 2015-2016 par là, où le super sans-plomb était à 595 et comme on n'avait pas les reliquats de 5 francs et autres, les gens arrondissaient à 600. Oui, vous l'avez dit,
c'est une situation normale, mais ce que le Togolais craint le plus, c'est ce que les économistes appellent la surenchère et puis des gens qui vont profiter de cette situation pour pouvoir l'impact que ça peut avoir sur la vie. Et les gens vont faire de la surenchère sur les produits au nom de l'augmentation des prix des produits pétroliers. Aujourd'hui, pour aller chez toi à Belouvé, si tu avais l'habitude de prendre 1500, c'est ça? Aujourd'hui, on peut te dire, bon voilà, toi-même tu as compris, hier j'ai pris le taxi, je venais ici vendredi, automatiquement à Déti, ici où j'avais l'habitude de prendre 300, on me dit que c'est 500. Oui, moi je pense c'est ça que le Togolais craint. Ce n'est pas l'augmentation à elle-même qui inquiète le Togolais, mais c'est les conséquences. Je pense qu'il revient aussi au gouvernement de fixer les prix des transports. Au moment du Covid, on ne prenait plus de 3 personnes dans les taxis. Mais les chauffeurs ont continué avec cette mesure. Aujourd'hui, pour aller chez moi, avant on payait 1500. Mais aujourd'hui, on vous met dans un taxi de 5 places, vous êtes 4 derrière, 2 devant, on vous prend 2500. Les chauffeurs ont... Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, je pense qu'il revient au gouvernement de réactualiser les prix pour que les prix soient uniformes sur le marché. Parce que les chauffeurs profitent de cette situation pour spéculer. C'est l'expression du gouvernement, la spéculation. Le prix des transports. Il revient au gouvernement donc de taper du poing sur la table pour arrêter cette papagaille. Oui, mais le gouvernement a toujours montré sa bonne foi de réglementer les choses, mais les gens lui sortent toujours par le travers les doigts. Là, il revient à la population de prendre ses responsabilités. Quand le gouvernement dit, par exemple, pour d'ici, on prend 2000 francs, et un chauffeur prend le plaisir d'entasser des gens, plus de 5 dans un véhicule, mais il faudra refuser. Il faudra refuser et aller prendre un autre taxi. Comme ça, on va contraindre les chauffeurs à appliquer la décision du gouvernement. La population doit prendre sa responsabilité. Et il n'y a pas que on a la circulation, les transports, mais ça aussi, un impact sur d'autres. Les denrées alimentaires et autres, tout ça. C'est une chaîne. C'est une nébuleuse qui va entraîner beaucoup de dégâts. Comment faire pour là aussi gérer, contrôler? C'est vrai qu'il faut s'adapter, ça c'est une chose, mais il faut avoir la force de s'adapter. Ouais, c'est comme le confrère vient de le dire. Le gouvernement peut dire tout de suite que ici à Agbelvé c'est à 1800 ou bien à 1700, mais toi qui veux prendre le taxi, on te dit 2500. Si tu refuses, comme il a dit, le chauffeur, vous descendez, il est obligé de suivre les règles du gouvernement. Par exemple, pour le maïs, le gouvernement avait sorti un communiqué l'autre fois en disant que le bol est monté à 1000 francs, mais d'autres payent ça à 1200 quelque part, d'autres vendent ça à 1300 et autres là. Bon, si la population même ne soutient pas le gouvernement dans ses décisions, je pense que... Et se laisse faire. Je pense que le gouvernement ne peut rien. Moi, je ne peux pas attendre parler aujourd'hui d'une décision du gouvernement qui nous conduit à payer le maïs à 1000 francs et je vais au marché, quelqu'un veut me vendre ça à 1500, je vais payer. Non, je ne vais pas payer. Donc, il faudrait que la population puisse accompagner le gouvernement dans ses décisions. C'est ça même que le confrère a soulevé. Il y a des décisions qui sont prises. Est-ce que les gens respectent? C'est le respect des décisions qui font que nous avons l'habitude d'accuser le gouvernement qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, si nous-mêmes ne nous impliquons pas dans la résolution d'un problème, les problèmes vont toujours demeurer tels qu'ils sont et nous allons vivre avec. Nous n'allons pas caresser le gouvernement toujours dans le sens du poil et nous ériger en avocat défenseur de celui-ci, mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a certaines choses. C'est vrai qu'il a annoncé les mesures palliatives. Je veux parler des taxes. C'est pourquoi je parlais d'un coup de massue qui vient dans le dos d'un agonisant. Non seulement la vie chère, mais il y a tellement de taxes. Vous connaissez tous les débats qui ont eu lieu par rapport à cette histoire de péage et autres. Aujourd'hui, c'est la TVM. Depuis quelque temps,
on coince les gens sur les routes à cause de la TVA pour le deuxième trimestre, tout ça là. Voilà qui vraiment fait que le Togolais pense que le gouvernement en fait de trop ou en abuse. Oui, au lendemain de la décision de l'augmentation des prix des produits pétroliers, trois ministres, notamment le ministre Adédié, le ministre Aïwadan et celui des transports, j'ai oublié son nom là, Achadéji, ont tenu à animer une conférence de presse où ils ont rencontré les professionnels de la presse. Oui. Ils ont expliqué le mécanisme de la subvention des produits pétroliers. Et ils ont profité également pour annoncer que dans les prochains jours, le gouvernement prendra des mesures en ce qui concerne la vie chère. Le gouvernement prendra des mesures sociales pour atténuer un temps soit peu la souffrance des Togolais. Donc, nous attendons peut-être cette semaine, à la fin du Conseil des ministres, des décisions vont sortir. Oui. Je pense que les Togolais doivent comprendre quelque chose. Le gouvernement ne gagne rien en faisant souffrir la population. Voilà. Le gouvernement fait toujours les efforts pour atténuer un tant soit peu la souffrance de la population. Donc, nous allons attendre pour voir ce qui va sortir. Je pense que ce sera une bonne nouvelle pour la population. Comme le dit l'autre, wait and see, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et tout, c'est sur cet espoir que nous allons passer à un autre chapitre. L'autre sujet qui a fait le chou gras de la presse et des réseaux sociaux est ce qu'il convient d'appeler bras de fer entre gouvernement et syndicat des enseignants du Togo. 7 depuis la plaine arborée de Gando, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Kokoroko Doji, ripostant vigoureusement à la grève du 7, a lancé une missile qui a atterri au cabinet de son collègue Baora, Baora de la fonction publique et des lois sociales, et dont l'explosion a fait 137 blessés graves qui seront admis dans les différents secteurs de l'administration pour prise en charge caricatureusement. Note, donc c'est une caricature, tout simplement pour dire le bruit de la missile et les cris et les lamentations des victimes sont parvenus à nos différentes rédactions, et dont voici les commentaires. Déjà lundi, Nouvelle Opinion voyait de lourdes sanctions planer sur les enseignants grévistes à l'appel du syndicat des enseignants du Togo 7. Grève illégale, 17, des sanctions en perspective, renchérit le libéral. Pour être plus explicite, l'éveil de la nation précisait que le gouvernement allait exclure les enseignants grévistes et ce serait la faute aux 7 qui pousserait le gouvernement à des sanctions aussi extrêmes comme le relève Vision d'Afrique, selon qui, si les agitations ont été fructueuses dans le passé, il n'y a plus de place pour l'infortune et la défiance dans la construction de la République togolaise. Le messager voyait lui aussi des exclusions en perspective, car, dit-il, le gouvernement ne cédera pas au chantage. Ce qui fut fait. 137 enseignants grévistes radiés du corps des fonctionnaires de l'enseignement et déversés au ministère de la fonction publique pour être redéployés comme on l'apprend de Ouara les vainqueurs. On croyait jusque-là à une mesure dissuasive, mais non. Le gouvernement a joint l'acte à la parole en frappant sans pitié pour 137 enseignants récalcitrants, précise Flambeau. Les fonctionnaires les plus chéris de la politique du président Faure Gnassingbé sont, sans nul doute, ceux de l'enseignement. Des primes par-ci, des gratifications par-là et autres avantages pour motiver la fonction enseignante. Mais hélas, ce secteur reste le plus mouvementé. Ce sont
les pures vérités que Chronique de la Semaine a tirées des sorties médiatiques de Kokoroko qui, depuis Gando, avait lancé la missile de redéploiement qui a atterri au ministère de la fonction publique. 137 enseignants grévistes frappés par les missiles de Kokoroko confirment le changement qui se demande pourquoi ne pas discuter avec le 7. Les 137 enseignants exclus de l'éducation seront reversés dans l'administration. Fait observer Togo Réveil. Tout ça, nous dit la lanterne, est la conséquence de la défiance des ministres Kokoroko et Bawara par le syndicat gréviste, lequel syndicat gréviste, malgré tout, nous, dit le canard indépendant, n'entend pas baisser les bras et annonce des mouvements d'envergure et dans la foulée, l'on apprend qu'une nouvelle grève est lancée pour les 4, 5, 6 et 7 avril prochains. Encore des radiations. Comment s'annonce l'atmosphère dans les écoles cette semaine? Voilà des questions qui foisonnent dans les esprits des Togolais au regard de l'actualité. Voilà, 137 enseignants relevés du corps de l'enseignement à quelques semaines du début des examens de fin d'année et au moment où on crie au manque criard de personnel enseignant. Voilà 137 qui vont quitter ce secteur. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je pense que notre pays a encore connu, ou bien connaît, des remous dans le secteur éducatif. Cette semaine n'a pas été facile. Le gouvernement a décidé de radier, je ne sais pas si le mot est bien approprié, de reverser 137 enseignants dans la fonction publique. Voilà. Je pense que l'exécutif doit prendre ses responsabilités. À un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes. Un mémorandum d'entente a été signé et aujourd'hui, il y a encore un syndicat qui se dit qu'il n'est pas satisfait. Parce qu'il n'a pas signé, il n'est pas signataire du mémorandum. Je pense que le gouvernement doit penser à ce que les enseignants réclament. C'est grâce aux enseignants que nous sommes ici. Même le ministre a été formé par un enseignant. Oui. Lui-même est un enseignant. Il a bien dit qu'il a un pur produit des écoles publiques. Donc aujourd'hui, s'il faut faire une sortie et parler à ces gens-là, je pense qu'il faut modérer un peu le langage. Parce que ce sont des pères de famille après tout. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Et tout le monde est là pour servir l'État. C'est vrai, les efforts sont en train d'être faits. Je pense qu'il y a encore un projet qui sera lancé demain à Vaughan, à ce qui concerne la construction des infrastructures, tout ça là. Le gouvernement fait des efforts. Mais au niveau des enseignants aussi, je pense qu'il ne faut pas tout le temps, comme il y a la grève, il faut entrer en grève. Il faut à un moment donné arrêter la pagaille. Quand nous prenons le secteur éducatif. Comme on le dit chez nous, quand vous tapez le tantan, il faut de temps en temps écouter. Voilà, si ça sonne bien. Écoutez, si ça sonne bien, il ne faut pas taper seulement parce que. Quand nous prenons le secteur, il y a plus de 10 syndicats. Quand on traite avec ce syndicat, on finit avec le syndicat. Je pense que le gouvernement a bien fait de régulariser le secteur du syndicat dans notre pays. Et les enseignants doivent prendre leurs responsabilités. À chaque fois, les grèves, aujourd'hui, ils ne sont pas les seuls fonctionnaires du Togo. Je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on dise la vérité. Il y a aussi la santé qui est là-bas. J'aime bien quand le directeur de publication du journal Togo Réveil dit on a trop défendu les enseignants dans ce pays. Aujourd'hui, il faut qu'on parle un peu des journalistes aussi. C'est ce que je voulais dire même. Voilà. Ils ne sont pas les seuls fonctionnaires du Togo. Quand on prend l'enseignant de 2010, et aujourd'hui, mais quand même, il faut le reconnaître. Il y a eu une avancée. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais on ne peut pas tout faire au même moment. Il y a aussi les infrastructures, le recrutement des enseignants. Mais à chaque fois, c'est le problème de prime. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Je l'ai dit plusieurs fois, pour donner une chance à nos soeurs et frères qui fréquentent actuellement. Parce que cette situation ne profite en rien à notre pays, parce que ça n'encourage pas les élèves à continuer les études, ça ne contribue pas à leur formation non plus.
Donc, je voudrais bien entendre écouter Jules là-dessus également. Quels sont ou qui est le vrai perdant de cette situation telle qu'elle se présente? Les vrais perdants, c'est les élèves. Et les parents d'élèves. Parce que j'ai l'habitude de dire, les enseignants reversés aujourd'hui dans l'administration, à la fin du mois, ils vont avoir leur salaire. Maintenant, ces élèves qui sont en train de suivre des gens, faire le suivisme, rester à la maison, manipuler, je tiens à leur dire, c'est nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Sachez que les enfants et les enseignants que vous défendez aujourd'hui, en quittant les établissements pour aller sortir d'autres élèves, à la fin de l'année, vous allez refaire votre classe, mais l'enseignant, au temps où il vit, il va percevoir toujours son salaire. C'est seulement les primes et quelques avantages qui seront mis à côté. Donc, il faudrait que les parents... Il y aura même d'autres compensations. C'est la loi de la voisie. Rien ne se perd. Donc, c'est les élèves et les parents qui sont les grands perdants dans cette situation. Donc, il faut maintenant inviter les parents d'élèves à prendre conscience, savoir parler aux élèves, à leurs enfants, à la maison avant qu'ils ne partent à l'école. Sinon, ceux qui rêvent en disant que l'année serait blanche et autre. Non, l'enfant qui ne compose pas, tu vas refaire ta classe. Ceux qui composent vont monter à la classe supérieure. Parce que l'État, ce n'est pas les élèves qui vont dicter ce que l'État doit faire. Arrivé à un moment, il faudrait que l'autorité prenne ses responsabilités. J'ai l'habitude de dire que aucun enfant n'est plus âgé que son père. Tu peux avoir l'argent plus que ton papa, plus beau, plus belle, mais tu ne peux jamais être âgé plus que lui. Donc, arrivé à un moment, c'est l'autorité qui gère le pays. Et il est comme notre papa. Quelle que soit la situation, il y a un mot que nous devons retenir dans cette situation entre le gouvernement et les enseignants, c'est le mot dialogue. Malgré les sanctions, les ministres tiennent toujours ce mot-là, qui sont toujours ouverts au dialogue. Pourquoi les gens ne veulent pas dialoguer? En Ukraine, aujourd'hui, il y a des milliers de morts. Mais quelle que soit la situation, c'est autour du temps. Les négociations continuent toujours. Donc, ce qui veut dire que, quel que soit leur boucan, ça va toujours finir par un dialogue autour d'une table. Maintenant, ceux qui vont perdre dans cette situation, comme vous l'avez dit, c'est les élèves et les parents qui se sont débrouillés pour payer les écoles. Donc, il faut bien sensibiliser, informer l'opinion publique que les enfants doivent prendre conscience aujourd'hui et savoir qu'ils sont allés pour les écoles. Ceux qui sont en train de faire du désordre au nord, ce ne sont pas les enseignants, c'est les élèves. C'est les élèves. C'est les élèves. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, qui est en train de manipuler ces petits-là à devenir des bandits pour la République, un danger pour la République. Donc, il ne faudrait pas que l'autorité se laisse faire pour ces enfants-là. Donc, oui, je reviens un peu sur le fait même, 137 enseignants relevés du secteur de l'enseignement, au moment où on crie qu'il y a manque criard d'enseignants, où va-t-on trouver les 137 enseignants à l'espace de 2 ou 3 semaines qui nous restent pour terminer l'année? C'est vrai que vous n'êtes pas Kokoroko, mais vous pouvez déjà, en tant que journaliste et investigateur, vous faire une idée là-dessus. Oui, je pense que... Est-ce que c'est possible, hein? D'abord, les enseignants... Les recruter, les former au métier. Non, pour qu'ils puissent... J'aimerais faire comprendre aux enseignants d'éviter d'entrer en situation de conflit avec l'employeur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement dit ne faites pas ça. Mais vous le faites. Mais il est obligé de sanctionner. Oui, mais la manière dont de le dire aussi. L'État, c'est toute une composition. Aujourd'hui, si l'État prend une disposition, c'est qu'il sait comment s'y prendre. Ces 37 enseignants qui seront reversés dans la fonction publique, l'État sait comment les remplacer pour que la fin de l'année ne soit pas un scandale. Maintenant, aujourd'hui, les 137 enseignants, j'ai entendu
des audios sur les réseaux sociaux, comme quoi, s'il y a des moyens comme ça pour quitter l'enseignement, pourquoi Kokoroko n'a pas fait savoir ça depuis? Aujourd'hui, ils sont fiers de rentrer dans la fonction publique. Oui, et parce qu'il y en a qui vont se réjouir de ne plus tenir la crête, de ne pas être meunier dans les salles de classe, comme on nous appelle. Hein? Quand tu entends ce genre de choses, c'est comme mais les gens qui réclament, ils ne comprennent pas ce qu'ils réclament. Aujourd'hui, on dit qu'on vous reverse dans la fonction publique et ça vous fait plaisir. C'est parce que vous n'avez pas un amour pour votre métier. Normalement, c'est quelque chose qui doit vous toucher. Ça ne doit pas être une joie pour vous. Aujourd'hui, voilà. On comprend alors que certains ne sont pas là par vocation. Hein? Voilà, c'est ça. Et il faut rappeler aussi que le ministre a annoncé qu'au cours de cette année, il y aura le recrutement de 3 000 donc 250 pour le scientifique et 3 000 pour les autres filières. Donc, je pense que le gouvernement trouvera une formule hein? pour avoir une année scolaire sans... une belle année scolaire. Ok, d'accord. Il y a déjà, j'ai vu des décisions comme quoi on a fait peut-être certaines personnes à intervenir dans 2 établissements. J'ai vu quelque chose comme ça. Oui, j'ai vu un truc là, quelqu'un qui doit être à cheval entre un lycée, toujours au nord, au grand nord là-bas, entre le lycée, un lycée là et un autre, où il va faire 4 heures quelque part et puis, disons 12 heures quelque part et puis 6 heures. Et tout ça, ça pénalise les autres. Celui-là, maintenant, il est obligé de faire la cabale entre les 2 établissements. Et voilà, ça n'encourage pas. Oui, mais comme vous le dites, certains se réjouissent plutôt. Est-ce qu'on n'a pas pris le crapaud pour lancer dans la mare? Certains qui voulaient depuis longtemps quitter ce secteur de l'enseignement, ça va faire leur affaire. Hein? Est-ce que ça va t'arranger? Quand tu es sur le coup de la sanction, ce n'est pas qu'on va... on les aura à l'œil. On ne va pas les reverser aujourd'hui, tout de suite le nommer directeur de cabinet quelque part. Secrétaire général. On toujours empiété sur sa carrière. On te prend tout de suite au nord. Tu viens, on te dépose à Yacope, on fait un fond diable là-bas en tant que... administration ou bien tu restes là-bas, tu lis la presse, c'est-à-dire tu n'as aucune responsabilité. À la fin du mois tu touches. Tu serais plus coincé que d'être ou bien au garage central. Tu es là, tu regardes les véhicules. Donc il ne faudrait pas que les gens se réjouissent par rapport à la situation, parce que là où ils sont en train de quitter pour des sanctions, ce n'est pas venir occuper une poste de responsabilité. Non, l'autorité n'est pas con. Donc, il faut que les gens se ressaisissent, comme le confrère l'a dit, et tenir compte du mot dialogue dans toute situation. En tout cas, il y a une rencontre entre les acteurs impliqués dans le dialogue social et les syndicats qui aura lieu le mardi ou lundi prochain, en tout cas, élargi à la Confédération nationale des travailleurs du Togo. Je crois qu'à cette rencontre, on pourra avoir mais cette des rencontre, solutions. Le 7 n'est pas invité. Le 7 n'est pas invité. Mais est-ce que c'est... Ce qu'on a reversé, est-ce que c'est seulement les enseignants du 7 ou bien... Oui, je pense que c'est ça. C'est ceux qui ont tenu la grève. Ceux qui ont fait la grève. Ceux qui ont tenu la grève. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement ne reconnaît pas la légalité de la création de ce syndicat. Donc on ne peut pas l'inviter légalement. On discute. S'il y a plus de 10 ou bien 11, comme le confrère a dit, et 9 sont pour le dialogue, une seule personne ne peut pas tenir tête à l'autorité. Donc, c'est ça aussi le mal dans le secteur, la création anarchique. Vous avez relevé quelque chose au départ qui a été très intéressant. C'est le fait que dans le secteur de l'éducation, on a comme l'impression qu'il n'y a pas unanimité. Oui, il n'y a pas. D'abord, on a plusieurs syndicats, plusieurs fédérations syndicales pour une même cause. Et puis quand un syndicat sort, entre-temps c'était la FESEM qui avait fait bouger la CZ. Avant la CZ, c'était l'UZ qui avait gagné aux enseignants les 150 000 francs de prime de bibliothèque et de choses. Et après, le problème c'est que quand un syndicat sort et puis par le dialogue on arrive à gérer la situation,
bien le lendemain, un autre naît. Voilà, ça pose d'autres problèmes. Ça veut dire qu'il y a une manque de confiance. Ça pose d'autres problèmes. Entre les enseignants. Le mémorandum signé tournait autour de la gratification exceptionnelle et puis le recrutement des enseignants et puis la situation des, comment vous appelez, des EV. Voilà. Et on a signé le mémorandum. Et le lendemain, le 7 sort avec histoire de prime de déplacement, prime de logement, prime de salissure, prime de nuit, etc. Bon, c'est bien pour un enseignant si on arrivait à l'obtenir, puisque nous allons tous en jouir, mais soyez un peu réalistes. Voilà. Et quand c'est comme ça, l'autorité ne vous respecte pas. C'est vrai. Quand vous prenez le secteur de la santé... Qui sait si on arrivait à résoudre le problème de... Le grand problème dans cette situation, comme le confrère l'a dit, c'est problème de manque de confiance entre les leaders. Chacun veut être leader. Oui. Et une fois que les décisions sont prises dans leur groupe en tant que des syndicalistes et que une personne qui est devant dit que reconnaissons que l'État a fait ça, il faut qu'on patiente un peu pour... Non, on se dit en même temps que il est corrompu. C'est dit qu'il est corrompu. Donc il faut être radical. Tu ne peux pas être radical avec ton employeur et il va te garder, il va te caresser. Non, c'est pas possible. Donc il faudrait aussi que nous puissions avoir l'habitude de dire la vérité, que ce n'est pas les enseignants seuls qui sont des Togolais. Monsieur Eric, les journalistes font un très grand travail. Mais personne ne nous regarde. L'autre fois, j'ai suivi la télévision ivoirienne. On est en train de construire une cité pour les journalistes. Oui. Pourquoi ne pas rêver tout ça là? Pourquoi ne pas faire ces propositions-là à l'autorité? Parce que aujourd'hui, si on parle de leur situation, qui parle? C'est les journalistes. C'est les médias. C'est vrai aussi que dans une corporation, il y a aussi le même problème des enseignants. C'est vrai. Il y a les syndicats des journalistes par-ci, par-là. Voilà. À notre niveau aussi, il faut arriver à être unis pour défendre notre cause. Donc, c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est le problème le secteur de la santé a réussi c'est vrai, à s'unir pour former un syndicat. Et quand ils se lèvent, ils trouvent solution. Tout à fait. Et ils savent quand sortir et comment sortir. Ils ne sortent pas en cascade. Oui. Mais vraiment, comme je l'ai dit, c'est regrettable parce que là... mais il paraît que la revue l'a d'ailleurs dit que des étincelles sont encore en train de circuler dans le ciel de ce même secteur pour la semaine qui arrive. Oui, effectivement. Le 7 a encore lancé la contre-missile. Je pense que c'est demain. Demain, le 4, non? Oui, demain 4, 5, 6 et puis 7. Il va encore entrer en grève. Et j'ai appris aussi qu'il y a des élèves qui sont traqués au niveau du Nord. Le major général. J'ai lu ça ce matin aussi. Sur les réseaux sociaux. Et il paraît également que certains syndicats ou certaines fédérations sont en train de positionner également leurs chars pour rentrer en guerre. Je pense que cette manière de répondre au gouvernement, de contrecarrer, ne va pas résoudre le problème. Comme l'a dit le confrère, c'est le dialogue. C'est toujours autour d'une table que le problème va se régler. Il faut que chacun verse un peu d'eau dans son vin pour sauver l'année scolaire et garder l'avenir des élèves. Donc, c'est ça. Très bien. On verra voir, comme le disait un aveugle en t'attend. Demain, on va observer. Nous serons là pour vous lire, pour lire et informer le public. Voilà. On va passer à un autre évangile. Nous parlons des chars. Nous arrivons au pays des chars. Ailleurs, comme en Ukraine, c'est une guerre politique et hégémonique qui sévit depuis près de 4 mois. Ici, il s'agit des vrais missiles et des vrais chars que la Russie fait essuyer à l'Ukraine avec des bombardements et des attaques à répétition. Même aujourd'hui, on a encore vu du théâtre, des morts qui jonchaient partout. C'est l'actualité chaque jour à la une des chaînes internationales et sur les réseaux sociaux. Alors, chers invités, que se passe-t-il réellement entre la Russie et l'Ukraine? C'est vrai que
l'événement date de très loin déjà, mais la question n'est pas aussi venue trop tardivement. Il n'y a pas de revue là-dedans, on va directement à nos commentaires. Oui, je pense qu'entre la Russie et l'Ukraine, c'est un problème de leadership. Entre la Russie et l'OTAN. La Russie, vous le connaissez par le passé, avec son droit de veto, son autorité, ne veut pas faciliter les choses à l'Ukraine par rapport à son entrée dans l'OTAN. Donc c'est ce qui fait que, alors que quand on prend la France et les États-Unis, ces deux puissances-là sont en train, je ne sais pas quel mot employer pour caricaturer la situation, sont en train de pousser l'Ukraine à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et donc c'est ce qui a déclaré la colère de la Russie. Et voilà là où on en est aujourd'hui. D'abord, avant ça, on dirait que on tend vers une troisième guerre, parce que ça dure un peu. Une troisième guerre, je ne pense pas, vu le recul de l'armée russe, pour bien se repositionner vers l'est du pays. Je pense qu'on ne va pas arriver là. Le grand problème, c'est que... Mais pourquoi vous dites le silence des puissances, les États-Unis? Non, c'est de l'hypocrisie. Oui, voilà, c'est le silence coupable. Parce qu'au début, le président ukrainien pensait que ces personnes-là étaient derrière lui. Voilà. Quand il soulève son petit doigt, il doit agir. C'est quand le langage a changé, il a compris qu'il se retrouve seul. Et sa seule chance, c'est que sa population est unie derrière lui. Sinon, on allait prendre la capitale depuis fort longtemps. Donc, vu la situation, il faudrait qu'on comprenne aussi que la Russie ne veut pas que l'OTAN et l'Ukraine adhèrent à l'OTAN pour que l'OTAN s'installe en Russie et regarder ce qui se passe dans sa maison. C'est le seul problème. C'est le seul problème parce que aujourd'hui c'est l'Ukraine qui a le pont entre la Russie et l'Europe. Donc il sait très bien que s'il espère et que ces personnes-là prennent aussi l'Ukraine, ils ont l'œil ils sont déjà. S'ils prennent l'Ukraine aujourd'hui, il faut savoir que les États-Unis ou bien les Européens sont dans la cour de la Russie. Donc tout ce qui se passe, ils seront informés. Donc c'était tous raison pour laquelle aujourd'hui, si vous voyez la situation, le président ukrainien décide maintenant d'être neutre. Il ne veut plus faire partie de l'OTAN et de partir de la Russie aussi. Il veut rester statu quo, comme la Russie a demandé. Ok, on va voir la situation, mais c'est les bêtes en vie humaines innocentes qu'on déplore. Alors, on va finir avec ceci. L'autre souci du continent africain, c'est la situation au Mali, qui croupit sous le coup des sanctions depuis le début de la crise dans ce pays. La CEDEAO attaque, Goïta contre-attaque, et ce sont les populations ou le peuple qui souffre, comme quoi quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent, n'est-ce pas? Voilà, effectivement. La situation au Mali, c'est vraiment déplorable. Quand on prend ce qui se passe, ce qui s'est passé au Tchad et ce qui s'est passé au Mali, je pense que c'est la même chose. Pourquoi la CEDEAO ou bien l'organisation qui est là-bas ne s'immisce pas dans la situation politique du pays? Et chez nous, la CEDEAO est en train de sanctionner le Mali. Même au Burkina Faso, c'est la même situation. Oui, c'est la même situation. Mais il y a un acharnement sur la CEDEAO. Oui, on a l'impression que notre CEDEAO est téléguidée quelque part. Bon, à un moment donné, je pense qu'il faut raviver la flamme du panafricanisme. L'Afrique, c'est nous, les Africains, qui en ont le construit. Quand on laisse tout le temps être influencé par qui que ce soit, je pense que ça ne nous avantage pas. Et aujourd'hui, la situation que vit le Mali, aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux où le premier ministre malien Choguel Maïga disait que les prix de première nécessité sont les moins chers chez eux. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression que les Maliens s'en sortent. Après plus de 30 ans de terrorisme, tout ça là, avec le départ des Français, aujourd'hui, les Maliens s'en sortent bien. Oui, s'en sortent bien. Et je pense que la CEDEAO doit revoir la situation
et lever ces sanctions pour le bien de notre sous-région. Dernière question, je la pose à Jules Ferry. La Cour de justice de l'UEMOA s'est invitée dans l'affaire, vous le savez, et plaide pour la levée des sanctions de la CEDEAO, ce que souhaite également le Togo, mais Goïta a toujours les yeux rouges. Voilà un autre bras de fer qui ne dit pas encore son nom. Ibrahim, une vue nous ferait plaisir, hein? N'est-ce pas? Oui, par rapport à la situation du Mali, je pense que le MOA a déjà décidé, et il n'a pas décidé pour la faveur de Goïta, c'est pour le peuple malien. Parce qu'en matière de ces conflits-là, c'est seulement les innocents qui sont ceux qui paient toujours le prix. Oui. Donc, arrivé à un moment, il faut qu'on se ressaisisse. Aujourd'hui, si vous suivez très bien la situation du Mali, les Burkinabés sont en train de copier intégralement ce qui se passe au Mali. Parce que l'autre fois, j'ai suivi des manifestations demandant à la Russie de prendre, de venir s'installer. Oui, actuellement, eux aussi, ils sont en train de copier intégralement ce qui se passe au Mali. Et nous ne devons pas oublier que aujourd'hui, le Burkina est pris à 60% de son territoire par les djihadistes et nous sommes en même temps collés au Burkina. C'est des raisons que nous étions l'autre fois tentés par cette erreur de pénétrer chez nous. Donc, nous devons suivre ces situations-là de très près parce que c'est des pays frontaliers. Donc, si nous disons que ça ne nous regarde pas, on serait surpris. Aujourd'hui, le Bénin est en train d'être frappé. Aujourd'hui. Donc, c'est le Togo qui tient fort aujourd'hui. Donc, en matière de sécurité et en matière de la paix, il faudrait que nous soyons unis et laisser cette histoire de politique. Je ne suis pas de tel parti. Non, non, non. En matière de guerre, on n'a plus besoin de partis politiques. La balle ne connaît pas le parti politique. Donc, si vous suivez l'actualité en Ukraine, en matière de cette guerre, on ne parle plus de partis politiques, on parle des citoyens. Donc, il faudrait que cet amour-là nous anime tous pour défendre notre pays. Tout à fait. Le Togo. J'espère que chacun œuvrera et heureusement que certains pays ont commencé par se ranger petit à petit, dont le Togo a plaidé pour la cause du Mali en matière de levée de sanctions. Je crois que ça pourra aller et c'est sur ce vieux constaté que nous allons mettre fin à la messe de ce dimanche. Le temps qui nous est imparti est totalement parti et c'est avec plaisir que je vous ai eu sur ce plateau aujourd'hui. Merci et surtout félicitations pour vos analyses. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec attention. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui, ma foi, se bat pour cette émission. Je pense également à Ventura Ayivi qui nous met en ligne sur YouTube et Facebook. Et merci à Makaka au montage, Ibrahim Mati au cadrage et Quentin Bidola. Une fois encore, bonjour à nos frères et sœurs musulmans à travers le monde entier. Citation, cette pensée de Jean-Jacques Rousseau sur laquelle je vous invite à méditer. Il dit, je cite, « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. » Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. C'est de Jean-Jacques Rousseau. Bonne méditation. À dimanche prochain.